Bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je suis Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin dans la Sarthe et j'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes de choix pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Aujourd'hui, nous allons recevoir Anouk Arnaud qui va nous parler du chien craintif, de la peur chez le chien. Donc, vous êtes déjà nombreux. C'est très sympa, merci de nous rejoindre toujours plus nombreux. D'ailleurs, en commentaire, vous pouvez me dire si vous êtes concerné par le chien craintif. Hello, Bonjour. comment Alors, vas-tu? ça va et toi? Ça va. Tu ne me Alors, vois pas. je ne te vois pas. Je ne sais pas si c'est normal. Alors, c'est pas normal, mais parfois, effectivement, dans les paramètres, mais là, faut retourner sur les paramètres d'Instagram. Ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, tu n'auras pas D'accord. mon soutien, mais tu n'auras pas mes yeux et mon soutien de visu, mais je suis là et je t'écoute. Ah, Ok. c'était mieux juste avant. Là, tu t'es mis bonjour Alors, Pauline, tu t'es attends. mis. Voilà, super. Est-ce que je peux tourner? Euh, Non. Ok. non, Alors, c'est juste que là, c'est de travers, hein, c'est ça? oui, tu étais super au début. Là, tu es bien, par exemple. Alors, attends. Il faut juste que je pose parce que alors, je suis pas une grande spécialiste. Oui, et je te Euh, remercie d'avoir je t'en prie. accepté Attends, mon j'installe juste invitation. mon écran pour que je n'ai plus besoin, zut, de le tripoter. Et le temps que tu t'installes, j'invite les personnes Vas-y. qui connaissent pas encore ton compte à aller voir. Tu partages beaucoup de vidéos sur la lecture du chien. Bonjour Amélie, sur la lecture du chien. Et tu fais aussi de la prévention plutôt sur TikTok, mais tu es en train de partager aussi sur Insta des vidéos que tu as fait. Donc c'est hyper intéressant, hyper pédagogique. Donc je vous invite D'accord. à aller sur le compte d'Anouk. Alors, j'essaie de bidouiller pour que ce soit bien droit. Parce qu'en fait, j'avais bien positionné mon écran, mais je ne me Mais suis là, pas rendu compte que je ne pouvais pas le tourner. En fait, je peux pas tourner ma vidéo. Donc, du coup, je suis obligée de bidouiller autre chose. Mais c'est pas très mais grave. là, t'es très bien, par exemple. Oui, c'est juste que je le tiens avec la main droite Ah, d'accord. et que j'aimerais bien. C'est pas grave, hein, sinon je vais le tenir. Il n'y a pas de Ouais. souci. Sinon, sur Euh, ton ordinateur, peut-être si tu as un ordinateur qui s'ouvre, moi, peut-être ça peut. Bonjour Florence de Gambad 72, j'espère que tu vas bien. ouais, je vais aller chercher mon ordi. Je vais le Ouais. stabiliser. Ça sera mieux. Alors, bah, D'accord? Ok. oui, pendant que Anouk s'installe, je vais vous parler un petit peu du programme. On va faire une petite trêve des confiseurs pour Noël, une petite pause. Et ensuite, on a un programme super sympa et chargé en janvier. On va avoir un promeneur de balade collectif. On va parler de prédation et on va parler de mastication. Donc, 3 invités, mastication, bienfaits et dangers. Donc, le programme, je vais vous le partager. Il va être super sympa pour janvier. Et voilà, j'ai comblé. J'ai comblé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes concerné de près ou de loin par les chiens craintifs, que ça a été ponctuel ou que vous ayez encore un chien avec de l'anxiété ou des peurs. Ça vient, hein. Ça Oui, tu vient, sais. ça vient. Désolée pour l'organisation qui aurait dû être pensée un peu en amont. C'est bon là? C'est Est-ce parfait que pour moi. Je pense oui, qu'on nous entend bien et qu'on nous voit bien. Donc, tu ne me vois pas, mais encore une fois, le principal, c'est que tu m'entendes. Et je vais t'inviter à te présenter si tu es prête. oui. Alors, donc je suis Anno Carnot et je suis donc cynologiste, c'est-à-dire que je fais en même temps éducation et rééducation. Donc, on va dire éducation et comportementaliste, éducatrice et comportementaliste. Et je suis basée sur le 95, sur le Val d'Oise, depuis une petite douzaine d'années. D'accord.
Ok, merci. Donc, on a déjà un commentaire du coup de patte. Si tu peux me dire ton prénom, qui a effectivement, elle, un chien craintif avec un lourd passé et peur des camions, etc. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le chien craintif, s'il te plaît? Alors, en fait, c'est comme chez l'humain, un chien craintif, c'est un chien qui va se sentir menacé ou en danger dans certaines situations. D'ailleurs, que le danger soit réel ou pas. Mais dans certaines situations, donc ça peut être des contextes spécifiques comme le chien qui se balade sur un trottoir qui est en ville. Ça va être chez le vétérinaire, chez le toiletteur, par exemple. Ça peut être aussi face à l'orage. Donc, on voit bien que là, c'est face à des situations particulières, mais ça peut être aussi face à des individus précis. Donc là, on va avoir peut-être une peur face aux humains, face aux enfants. Ça peut être face à d'autres chiens, face à d'autres, en présence de d'autres animaux. Et alors, ce qui est important, c'est quand même de préciser que la crainte, c'est quelque chose de normal. C'est une émotion, on appelle ça une émotion adaptative, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'éviter le danger, en tous les cas de réagir face au danger. Hein, c'est cette poussée d'adrénaline qu'on va avoir, par exemple, quand on traverse la rue et qu'il y a une voiture qui arrive très très vite. Donc on va dire que la crainte, la peur, normalement, c'est une émotion normale et qui est plutôt souhaitable, puisque c'est une émotion qui nous permet de nous mettre en sécurité. Là où on va commencer à se poser des questions, où on va considérer que cette crainte, elle est anormale, c'est quand il y a une crainte trop répétée, trop importante, lorsque, par exemple, l'individu, le chien, va proposer une réponse surdimensionnée, disproportionnée par rapport à la réalité de la situation, et aussi lorsque le chien va émettre des craintes alors que le danger n'existe pas, c'est-à-dire lorsque le stimulus est absent. Donc là, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais on est souvent à ce moment-là dans des états plutôt de vigilance, d'hypervigilance, on parle plutôt d'état anxieux, parce que là, pour le coup, la crainte, elle s'est élargie, elle s'est généralisée. Très bien. Effectivement, émotion de peur, réponse physiologique de survie, complètement naturelle. Et c'est quand elle est poussée à son extrême et répétée que là, on va voir. Est-ce que tu peux nous donner la différence justement entre la peur et l'état d'anxiété? Alors, encore une fois, la peur, on va normalement pouvoir identifier l'origine, le déclencheur. L'anxiété, c'est encore une fois quand il n'y a pas, même pas de déclencheur et que le chien a peur progressivement un peu de tout, c'est-à-dire qu'il est en alerte, il est en vigilance et on n'arrive pas clairement à identifier le stimulus en fait. Et parfois, c'est parce que la crainte au départ ou les craintes au départ n'ont pas été correctement identifiées, correctement, comment dire, on n'a pas suffisamment aidé le chien dans ces craintes-là que progressivement, la crainte ou les craintes, elles vont se généraliser petit à petit. C'est pour ça que ça va être important, on va en parler après, mais ça va être important de les identifier et d'aider le chien du mieux possible. Parce que si on ne fait rien, contrairement d'ailleurs souvent à ce qu'on pense en se disant oh ben c'est pas grave, la crainte va passer. Donc c'est vrai que parfois la crainte peut passer, mais malheureusement dans beaucoup de cas la crainte ne passe pas, au contraire elle s'élargit. Je vais prendre un exemple. Si on a un chien qui a très très peur en ville sur les trottoirs de la circulation, des bruits, des voitures qui passent, des deux roues, etc., et qu'on garde ce chien dans ce contexte, ça arrive quand même assez souvent que petit à petit, la peur va s'élargir, va se généraliser à d'autres stimulations dans le contexte. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chien qui, à un moment donné, commence a donc peur de la circulation, mais elle va commencer aussi à avoir peur, par exemple, des individus qu'il va croiser. Oui, d'où l'importance de ne pas être dans des immersions, on en reparlera, mais Oui, on va quelles, en parler après, ouais. ouais, quelles peuvent en être les causes justement?
as déjà un peu amorcé la question, mais est-ce que tu peux approfondir, s'il te plaît? Alors, les causes, en fait, les causes, elles sont nombreuses. Alors, je vais essayer quand même rapidement de les lister en espérant ne pas en oublier, mais on va le voir, elles sont nombreuses et parfois même elles sont multifactorielles. Donc là, ça va être important parce que multifactoriel, ça veut dire que quand on a plusieurs causes qui se rajoutent, forcément, le problème va aller crescendo. Alors, rapidement, on peut parler quand même de la génétique. Sans dire que certaines races sont des races peureuses, on peut imaginer quand même que chez certaines races qui ont une sensibilité accrue, je pense notamment aux bergers australiens, aux border collie, aux malinois, voilà, c'est ces races qui ont été créées souvent pour le travail et donc qui ont une sensibilité un peu accrue. On peut imaginer quand même qu'il y a un terrain un peu favorable à ça. Ok. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tous les bergers australiens, tous les border collie, tous les malinois et les autres sont des chiens peureux à la base. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis juste qu'il y a un terrain parfois qui est favorable. Donc on va le voir si effectivement il y a d'autres problèmes qui viennent se rajouter. Oui, pour moi en tous les cas, ce sont des chiens qui peuvent présenter des comportements de crainte, de peur, voire on va le voir après, d'agressivité, parce qu'ils sont, je dirais que le terrain est plus sensible. Donc là, on a parlé des races, mais on va parler aussi des lignées. Hein, et donc ça, c'est différent de la race. Les lignées, c'est est-ce que c'est une lignée de beauté ou est-ce que c'est une lignée de travail? Quand on a une lignée de travail, on peut imaginer que cette sensibilité, elle est un cran au-dessus, un peu plus accrue. Ensuite, Oui, on va… Pardon, oui, dis-moi. justement, est-ce qu'elle est d'autant plus accrue si le chien n'exerce pas cette activité dans son quotidien et que ses besoins ne sont pas comblés? Est-ce Oui, que ça va ouais. Ok. Alors, j'allais en parler en fait après dans la liste. Je te laisse dérouler. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de dérouler de façon un peu, pour que ce soit un petit peu logique dans le déroulement. Je te D'accord? laisse dérouler. Ça Ok, marche. ça marche. Euh, euh, je parlais de la génétique de la race, la génétique de la lignée, mais on peut aussi parler de l'individu à part entière, parce que bien évidemment, dans une même race, dans une même lignée, on peut avoir des tempéraments quand même qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais l'individu, le tempérament de l'individu est important. Si on a une mère et un père qui sont déjà instables au niveau émotionnel, ben on sait aujourd'hui que génétiquement, le tempérament va se transmettre. Donc oui, si on a une femelle très, très craintive, très peureuse, le risque, c'est qu'elle mette au monde des individus craintifs. Et là, évidemment, quand c'est génétique, en réalité, on ne peut pas revenir complètement en arrière. C'est ce qui va aussi faire le tempérament de notre chien une fois qu'il va être adulte. Heureusement, on va pouvoir, quand même, on a des petites marges de manœuvre, on va pouvoir atténuer, on va améliorer la situation, mais on ne va pas pouvoir refaire le chien. Donc ça, c'est pour la partie génétique. Après, il y a la partie aussi alors pendant la gestation aussi, évidemment, c'est important. Hein, une femelle qui est en difficulté émotionnelle, qui se sent en danger, qui se sent menacée pendant la gestation, ben, on sait que potentiellement, elle peut transmettre de la crainte au chiot. Il y a aussi comment elle vit le primo-développement, c'est-à-dire le primo-développement, on va dire en gros, hein, c'est les quelques semaines, quelques mois que le chiot va passer avec la mère, donc en général jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois. Comment ça s'est passé? Si la mère est très sensible, si elle a peur de tout, si elle a un comportement de retrait, de crainte, de peur, bah oui, c'est potentiellement impactant pour le chiot qui risque de reproduire. Il y a de la contagion émotionnelle, mais il y a aussi une forme de mimétisme sur les comportements. Ça, c'est pour la partie, je dirais, voilà, vraiment liée à la génétique et à la mère et au père s'il est présent. Après, on va avoir aussi, on parlait de primo-développement, donc vraiment, c'est ce primo-développement, c'est la période durant laquelle le chien est resté avec la mère. Donc aussi, ce qu'on sait, c'est que quand les chiots sont retirés à la mère trop tôt, ça peut être impactant. C'est-à-dire qu'un chien qui est retiré très tôt de la maman,
bah, c'est un chien qui peut se sentir en insécurité, donc ça peut développer de la crainte derrière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce primo-développement? Bah oui, ça c'est important. Si le contexte est pauvre en stimulation, ça va être problématique parce que le chien, une fois qu'il va arriver chez les adoptants, toutes les stimulations auxquelles il va être confronté, qu'il n'a pas connues avant, vont être potentiellement menaçantes et anxiogènes. Je vais faire une précision quand même qui est assez importante, c'est que on a quand même une période, une fenêtre, moi j'appelle ça souvent une fenêtre, qui est assez intéressante chez le chiot, à partir du moment où la génétique est bonne, qui se situe entre, on va dire en gros, entre la 3e semaine et la 12e semaine, qui est une période durant laquelle le chiot est plutôt curieux. Il va plutôt aller de l'avant, aller voir les choses qu'il ne connaît pas. Évidemment, à partir du moment où ça s'est fait de façon progressive, hein, ça c'est important de le souligner, mais c'est une période normalement où le chiot va être plutôt curieux. À l'inverse, à partir de 3-4 mois, on va tomber sur une période inverse où le chiot va être plutôt sur la réserve, pas forcément peureux, mais en tous les cas sur la réserve, un peu plus méfiant sur tout ce qu'il ne connaît pas. Donc, pendant ce primo-développement, c'est important que dans l'élevage, le chiot ait été confronté le plus possible à des stimulations diverses, en tous les cas les stimulations auxquelles il va être confronté dans sa vie future, parce que, encore une fois, c'est une période intéressante. Si ce chiot grandit complètement isolé, même si la maman fait bien son job, même si la maman est compétente, en fait, ce chien, quand il va arriver chez les adoptants, dans un milieu urbain ou semi-urbain, en fait, il risque d'avoir peur de tout. J'avais oublié de préciser, j'y ai pensé là à l'instant, concernant la maman, évidemment, je ne l'avais pas précisé, mais c'est important que la maman soit compétente, c'est important que la maman soit pas trop jeune ou trop âgée, voilà, parce que ça aussi, ça a des conséquences aussi sur le tempérament futur. Ni qu'elle enchaîne les portées. Ni qu'elle enchaîne les portées, oui, absolument. Voilà, une portée par an, on va dire que c'est correct. À 2, c'est déjà limite. Au-delà, voilà. Donc après, on fait attention à ça. Évidemment, lors de ce primo-développement, il faut que les humains présents soient corrects, il faut qu'il y ait une habituation, on l'a dit, aux stimulations auxquelles va être confronté le chiot après, mais aussi c'est la familiarisation à l'environnement et aussi la socialisation à l'humain, potentiellement à d'autres chiens, potentiellement à des chats, s'il y a des chats présents, etc. Donc tout ça, si on fait les choses correctement, ça va préparer le chiot à sa vie future. D'ailleurs, on trouve de plus en plus d'éleveurs qui le font, qui le mettent en place, qui mettent des stimulations visuelles, mais aussi auditives, aussi olfactives, parce que plus, encore une fois, le chien va être confronté à des choses différentes, plus il va élargir, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, son état émotionnel. Comment tu dis? Son catalogue, justement, Son catalogue, oui, absolument. Ok. Et après, évidemment, c'est pas que ça, c'est aussi évidemment ce qu'on va faire aussi avec notre chiot quand il arrive à la maison. Parce qu'on peut avoir un chiot qui vient d'un bon élevage, qui a une bonne génétique, mais qui va se détériorer, en tous les cas, qui va avoir un état émotionnel qui va se détériorer parce que peut-être qu'on n'aura pas la bonne communication, peut-être qu'on aura une communication autoritaire, coercitive, que le chien ne va pas comprendre. Donc ça, évidemment, ça va faire monter le chien en stress. On va peut-être utiliser des outils coercitifs. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais évidemment que les colliers étrangleurs, les colliers électriques, tout ça, c'est très, très maltraitant, très coercitif. Il va y avoir aussi notre façon de continuer la familiarisation et la socialisation. Donc, familiarisation, là, on parle avec l'environnement.
socialisation, on parle avec les individus, donc les humains, les chiens ou les autres animaux. Donc ça va être aussi, nous, à prendre le relais. De quelle manière on prend le relais? Est-ce qu'on fait les choses de façon progressive ou est-ce que on le fait trop rapidement? Est-ce qu'on met le chien en immersion? Est-ce qu'on va dans des clubs canins? Est-ce qu'on met notre chiot dans des groupes de chiens sans faire attention à ses émotions? Oui, tout ça, ça va être impactant. Et encore une fois, on peut avoir un chiot plutôt bien dans ses pattes, plutôt équilibré à l'arrivée, qui va se détériorer au fil des semaines et des mois parce qu'on n'a pas forcément mis les choses correctement en place. Juste un mot justement sur, il y a encore des idées reçues sur les premières nuits, que si on dort avec lui, finalement on va en faire un pot de colle ou je ne sais quoi. Est-ce que tu peux nous dire l'idéal quand le chiot arrive, même si c'est pas le thème, mais on va faire une petite parenthèse, quand le chiot arrive à la maison, est-ce qu'il faut dormir avec lui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en réalité, c'est le thème, hein, parce que quand on a un chiot qui change d'environnement, qui quitte la fratrie, il ne sait pas du tout où il arrive. Alors, encore une fois, tout ça, ça dépend du seuil, du matelas émotionnel, d'accord, du chiot à l'arrivée. Néanmoins, c'est jamais top pour un chiot de se retrouver isolé. Et cette idée que si on laisse le chiot près des humains, à côté du lit, dans son panier, il va jamais s'habituer à rester tout seul, ça c'est une idée complètement erronée parce qu'en réalité, on va vraiment pouvoir, de façon progressive, éloigner le couchage au fil des jours ou des semaines si on le souhaite, parce que tout le monde ne souhaite pas que son chien reste, enfin dorme dans la chambre. Parfois même, moi j'ai des gens qui veulent pas du tout que le chien rentre dans la chambre. En fait, les premières nuits, voire les premières semaines, ils dorment dans le salon, par exemple, près du chiot. Mais ça, c'est un point important parce qu'il faut absolument que ce chiot se sente en sécurité quand il arrive. Tout à l'heure, je parlais de la communication de l'humain, mais bien évidemment, il y a aussi l'environnement. Si ce chiot se retrouve tout seul dans un salon ou dans une cuisine ou dans une autre pièce les premières nuits, c'est terriblement anxiogène pour ce chiot, même si, j'ai envie de dire, le chiot ne dit rien. Parce que des fois, les gens me disent « Ah, mais la première nuit, ça s'est bien passé, le chiot n'a rien dit. » Sous-entendu, il n'a pas appelé, il n'a pas pleuré. Ouais, mais un chiot et même un chien adulte qui ne dit rien, ça ne veut pas dire forcément qu'il est bien dans ses pattes. Complètement. Complètement. Donc oui, pour répondre directement à cette question, on va plutôt laisser le chiot près de nous parce que ça va le sécuriser. On n'est pas obligé de mettre le chiot dans le lit. Il peut juste être couché à côté du lit. Mais oui, ça va le sécuriser parce qu'en fait, c'est important ce lien. Ce lien, il ne va pas se créer immédiatement. Il va se créer au fil des jours et des semaines. Mais c'est très important que rapidement ce chien se sente en sécurité à travers la communication de l'humain, mais aussi à travers l'environnement lui-même. D'accord. Ok, donc on a vu les causes pour résumer la génétique, le primo-développement, les expériences une fois que le chiot a quitté l'élevage ou a quitté le refuge vont compter aussi. Est-ce que tu peux nous parler des symptômes qu'on peut voir dès les premiers temps justement pour peut-être faire appel à un comportementaliste canin? Alors, les symptômes, c'est pareil, c'est divers, c'est très variable en fonction des individus. Mais déjà, on peut dire qu'il y a des symptômes physiologiques, déjà. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chien qui va commencer à ventiler, un chien qui va commencer à saliver, qui va peut-être faire ses besoins sous lui. Par exemple, on peut avoir une piloérection, on peut avoir les pupilles dilatées. Il y a beaucoup de symptômes physiologiques. Et puis, il y a aussi des symptômes, on va dire plutôt comportementaux, qui là seront peut-être plus faciles à détecter. Alors déjà, souvent, ce qu'on a quand même chez un chien craintif, on va avoir plutôt un comportement de fuite pour se mettre en sécurité, pour se mettre à distance de ce qui lui fait peur. Mais attention, on n'a pas que des comportements de fuite. Quand le chien ne peut pas fuir, parfois on peut avoir un comportement où le chien va s'arrêter, va se figer, il va se mettre dans sa bulle, il bouge plus et il attend que ça passe. Mais aussi, on peut avoir, à l'inverse, un comportement d'aller vers, c'est-à-dire un chien qui va plutôt aller vers ce qui lui fait peur
de façon dissuasive pour faire reculer le stimulus menaçant. Stimulus, pardon, menaçant. Donc ça, c'est de façon générale, mais après, évidemment, on va avoir, et ça, c'est la bonne nouvelle, hein, parce qu'on va avoir toute une panoplie de signaux qui vont nous aider à évaluer l'état émotionnel de notre chien. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre un peu dans le détail de ces signaux dits d'apaisement, peut-être que c'est intéressant. Oui, écoute, je regarde un peu le timing en même temps. Là, oui, tu peux en parler. On peut? OK. Oui, oui. Alors, ces signaux dits d'apaisement, ou on peut les appeler signaux de communication ou signaux d'inconfort. Alors d'abord, on en trouve, cette information, on la trouve assez facilement maintenant sur Internet. Donc, si on fait la recherche sur Google, on va avoir pas mal d'explications, pas mal de schémas qui sont plutôt bien faits et qui nous aident quand même dans cette lecture du chien. Mais rapidement, dans les signaux les plus courants, on va voir le lèchement de truffe, le bâillement, le chien qui détourne la gueule, qui détourne le corps, qui va lever la patte, qui va renifler, qui va s'étirer, qui va s'ébrouer. Bon, je dois en oublier, mais alors attention quand même dans ces signaux dits d'apaisement. C'est, je pense, intéressant de souligner qu'il y a dans ces signaux des signaux qui sont non conscientisés, je ne sais pas comment on peut dire ça, en tous les cas, plutôt des signaux réflexes, comme le bâillement, lèchement de la truffe, plissement au niveau des yeux. Et puis, on va avoir des signaux plutôt de communication pour dire à l'autre qui est en face que on ne veut pas d'histoire, que tout va bien se passer, on cherche pas le conflit. Donc là, on va avoir, par exemple, on va avoir toutes les positions, le assis, le couché, le détournement de la gueule et le détournement du corps. On va avoir la patte qui se lève. Je dois en oublier, mais bon, voilà, bref, on a vraiment toute une panoplie de signaux et ça, c'est vraiment intéressant de les connaître et d'apprendre à décoder son chien parce que c'est ça aussi qui va nous aider à faire en sorte que notre chien ne monte pas trop dans les émotions. Et ça va nous aider aussi à respecter notre chien quand il nous dit quelque chose. Parce que nous, humains, quand on ne va pas très bien dans une situation et qu'on veut dire à l'autre que cette situation ne nous convient pas et qu'il faut qu'elle s'arrête, on va normalement utiliser le verbal, hein, puisqu'on est, une espèce qui parle beaucoup. Mais comme le chien ne parle pas, en tout cas avec le verbal, il va utiliser sa propre communication. Donc, il faut absolument que l'humain, ça c'est vraiment la base, ait un minimum de connaissances pour comprendre à quel moment le chien est OK ou pas sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, je pense que c'est important de dire aussi que ce n'est pas que lorsqu'on est énervé ou en colère après le chien, où là, évidemment, le chien va nous faire beaucoup de signaux parce que souvent, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc, il va mettre beaucoup de signaux d'inconfort, beaucoup de signaux d'apaisement. Mais c'est aussi à des moments où nous-mêmes, on se pense bienveillant. C'est-à-dire que notre chien, il est sur le canapé, on passe à côté, ah ben tiens, on a très envie, on y va, on se penche au-dessus, on va le caresser, on le prend dans les bras. Ok, mais est-ce que notre chien a envie de cette interaction? D'abord, comme on vient de le dire, il peut ne pas avoir envie, il peut être fatigué, il peut être stressé, il peut avoir des douleurs, il peut avoir quelque chose entre les pattes. Donc ça, des fois, on n'y pense pas, mais il est légèrement tourné, il a quelque chose, il est en train de s'occuper avec quelque chose entre les pattes et il est très concentré sur ce qu'il est en train de faire. Bah oui, si on arrive comme ça, même si on est bienveillant, ça peut être problématique. Et là, je pense particulièrement aux enfants. Où là, vraiment, on peut avoir vraiment des comportements à risque parce que le chien peut être surpris, peut être embêté par cette interaction qui est souvent très rapide. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de l'échelle d'agression si on n'écoute pas ces signaux de communication et qu'on insiste, par exemple, sur une caresse, comment il peut communiquer plus fort? Alors, ça, les caresses, la manipulation, c'est souvent une cause qui amène le chien à se tendre davantage, voire à se tourner, à venir pincer. Ben, en fait,
comme je l'ai dit, ces signaux, vraiment, c'est la bonne nouvelle, c'est que le chien, il communique. Donc, si on est attentif, on va voir à quel moment ça lui pose problème. Donc, du coup, quand on parle de l'échelle de l'agression, on a tout en bas de l'échelle le début de cette communication d'inconfort, de stress. Alors, évidemment, c'est graduel, hein, tout ça. Donc, on va dire plutôt au début d'inconfort, donc avec ces fameux signaux d'inconfort qu'on appelle aussi signaux d'apaisement. Et puis, si on continue l'interaction, bah, nous, humains, hein, quand on est embêté, on va hausser la voix. Bah, le chien, quand il hausse la voix, peut-être qu'il va se tendre davantage. Il va peut-être, d'ailleurs on le voit, hein, souvent le corps est très tendu. Les signaux d'inconfort se multiplient. Le chien en met de plus en plus. Et évidemment, si on continue, bah, le chien va nous dire de façon de plus en plus claire que vraiment il n'est pas content, enfin pas content, en tous les cas que ça ne lui convient pas. Donc on peut avoir le grognement, je montre les dents, je claque des dents. Donc là, on est toujours sur un chien qui prévient et qui dit attention, attention, vraiment cette interaction ne me convient pas. Évidemment que si on continue, le risque, c'est que le chien nous pince ou nous morde. Alors, on va dire qu'il nous pince. OK. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette échelle, c'est vraiment de la communication canine, c'est vraiment la communication chez le chien, et que quel que soit le moment où on prend cette échelle, le chien cherche juste à faire cesser l'interaction. Même quand il arrive sur le pincement, sur la morsure, il veut juste arrêter l'interaction. D'ailleurs, ce qu'on observe assez souvent, c'est quand il y a la morsure, quand il y a le pincement, on observe vraiment souvent chez beaucoup de chiens presque un comportement très, il est presque en détresse arrivé en haut de cette échelle parce que en réalité il veut pas y aller en haut de cette échelle. Ça l'intéresse pas parce que d'abord aller sur le pincement, la morsure, c'est aussi se mettre soi-même en danger. Donc lui il veut pas ça. C'est pas que le chien d'un seul coup devient méchant, c'est pas qu'il nous en veut, c'est pas voilà qu'il nous aime plus. C'est juste que on n'a pas bien compris ce qu'il était en train de nous dire et qu'on l'a poussé dans ses retranchements et qu'on l'a obligé à monter dans cette communication. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais… Et c'est très clair, d'où l'importance effectivement de ne pas punir les grognements et au contraire de prendre ça comme une communication à part entière. Tu l'as très bien dit. Tu as parlé, dans les symptômes tout à l'heure, tu as parlé de l'hypervigilance au début. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que l'hypervigilance peut-être chez le chien craintif? Alors, juste avant d'aller sur l'hypervigilance, ce que tu dis là, je pense que c'est assez important ce que tu viens de dire, c'est que oui, on ne va pas gronder, sanctionner un chien qui, par exemple, grogne ou montre les dents, ce que font beaucoup de gens, parce que là, c'est juste dire au chien, t'arrêtes de parler. Ton émotion, elle m'est égale, ça m'intéresse pas. Et ce qui se passe, alors d'abord, on a deux risques, hein. C'est que le premier risque, c'est que le chien, au moment où on le gronde, on le sanctionne, on hausse la voix, c'est que le chien nous arrive dessus encore plus rapidement, parce que pour lui, c'est presque une histoire de survie. Mais aussi, on a malheureusement beaucoup de chiens qui, à ce moment-là, s'arrêtent de communiquer, vont s'inhiber, vont arrêter de dire les choses parce qu'ils ont compris que c'était un peu menaçant, un peu dangereux pour eux. Et là, évidemment, ces chiens qui s'inhibent, ce qu'on appelle, sur des chiens qui le font de façon constante, on appelle ça l'inhibition acquise ou la détresse acquise. Évidemment que ces chiens, c'est les chiens les plus à risque parce que forcément, c'est une cocotte minute. Alors, il y a des chiens qui font ça toute leur vie, hein, qui ne disent jamais rien, mais qui font ça toute leur vie. Mais attention, c'est vraiment des chiens à risque parce que à un moment donné, des mois ou des années après, on peut avoir un chien qui va démarrer d'un seul coup parce que là, il n'en peut plus. Et là, évidemment, quand on a un chien qui démarre dans ce contexte, très souvent, c'est surdimensionné, sa réaction, elle est surdimensionnée par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc là, évidemment, c'est des situations plus dangereuses. Voilà, c'était juste la parenthèse que je voulais faire parce que je pense que c'est important de bien expliquer ce qu'il faut faire quand on a un chien qui grogne et qui montre les dents, par exemple. Et évidemment, dans ces cas-là, si on n'arrive pas à comprendre la cause, parce qu'il faut absolument savoir ce qui s'est passé et comprendre la raison du comportement de notre chien, c'est là où il faut vraiment se faire aider. Parce que des fois, quand on est dans les émotions soi-même, c'est très compliqué de bien cerner la situation et de comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, c'était juste
Je voulais juste rajouter cette petite partie. Elle est très importante. Elle est très importante et Ouais. ça fait vraiment beaucoup de peine, ces malentendus en fait entre ces deux races, l'humain et le chien. Donc au Oui, contraire, elle est très très importante à faire passer. ouais, ouais, c'est vraiment un point vraiment important. Alors, l'hypervigilance, bah, c'est un chien qui va. Alors, l'hypervigilance, c'est, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est un comportement qu'on a chez le chien alors même qu'il n'y a pas de danger. Donc, c'est en l'absence même des stimuli. Donc, c'est un chien qui va vérifier tout, observer tout ce qui se passe dans son environnement. Alors, on a plein de symptômes différents. On peut avoir beaucoup d'agitation chez ce chien, beaucoup de mouvements, enfin de déplacements, par exemple. Parfois, ça peut être un chien qui ne nous lâche pas, qui nous suit partout. Souvent, c'est un chien qui dort pas beaucoup, voire qui dort pas du tout même, qui peut dormir que la nuit parce que d'un seul coup tout s'apaise, donc il finit par dormir. Et encore que des fois, dans certains cas, c'est pas toujours le cas, mais bon, la journée, on voit bien que ce chien, il n'arrive pas à se poser. Même s'il se pose, il dort pas profondément. Qu'est-ce qu'on va avoir sur l'hypervigilance? J'ai fait je vérifie un peu parce que j'avais fait des petites listes. Oui, par exemple, l'hypervigilance, quand on est en extérieur, c'est un chien qui va tracter beaucoup et qui va pas beaucoup mettre son nez au sol. Mhm. On peut avoir des problèmes digestifs qui arrivent, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des pertes de poils, on peut avoir des problèmes autour de l'alimentation. Par exemple, on peut avoir une pathologie qu'on appelle le pica, qui est un chien qui va se mettre à manger tout et n'importe quoi, même des choses non comestibles. On peut avoir une anorexie, une boulimie, on peut avoir de l'arrivée de troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les TOC, donc des chiens qui se mettent à avoir des comportements compulsifs qui n'ont aucune raison, aucun objectif. Par exemple, des chiens qui tournent autour de leur queue, des chiens qui vont chasser les mouches ou qui vont commencer à observer toutes les lueurs sur les murs et qui vont faire que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'hypervigilance? En réalité, on a on a beaucoup de pathologies, enfin de symptômes différents. L'agitation, pas concentrée, évidemment, des chiens qui ne sont pas du tout concentrés, donc forcément des problèmes au niveau des apprentissages. Mhm. Ce qu'on peut dire sur l'hypervigilance, c'est que là, on n'est plus sur juste une peur identifiable et qu'on détermine dans le temps, qui a un début, une fin. L'hypervigilance, on peut dire qu'on arrive quand même sur un terrain anxieux, Ouais, c'est un état. avec tout ce que ça comporte comme problème de santé derrière. Ok, ok, Je sais c'est pas si très j'ai clair. bien. J'ai dû en oublier plein dans les Non, symptômes non, parce mais que c'est très clair et peut-être dans les symptômes, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Peut-être nous parler de la zone de confort. ouais. Euh, Ce qu'on peut dire sur l'hypervigilance, c'est que alors c'est pas l'état anxieux, il n'arrive pas que parce qu'il y a des craintes au départ. L'état anxieux, on peut l'avoir pour d'autres raisons. Mais ce qui est clair, c'est que si on a des craintes identifiables au départ et qu'on les laisse perdurer et qu'on s'en occupe pas toujours la même chose en pensant que elles vont passer avec le temps, c'est ça qui souvent fait que la crainte, la peur va prendre de plus en plus de place. Cette crainte va s'élargir et c'est là, encore une fois, où on arrive sur un terrain anxieux. Donc, quand on parlait tout à l'heure de l'échelle de l'agression, de la montée émotionnelle du chien, qui va de plus en plus dans la crainte, oui, là, on parle de zones. Souvent, on parle de zones de confort. On parle souvent de 3 zones. Évidemment, là, on va parler de façon générale. Hein, on pourrait détailler un peu plus, mais de façon générale pour qu'on comprenne un peu mieux. En gros, on va dire on a 3 zones, la zone verte, la zone orange et la zone rouge. La zone verte, on va partir du principe que c'est la zone dans laquelle le chien est à l'aise, c'est-à-dire que le stimulus est suffisamment, ce qui lui fait peur, est suffisamment éloigné pour qu'il le regarde, il l'observe sans se sentir en danger.
La zone orange, c'est quand ce stimulus commence à se rapprocher ou que nous-mêmes, on se rapproche. Donc, plus on va aller vers, plus on va se rapprocher, plus on va rentrer dans cette zone orange. Et c'est souvent dans cette zone orange qu'on va voir apparaître les signaux qu'on a vus tout à l'heure, les signaux d'inconfort. Alors évidemment, au début, on parle d'inconfort, de très gros inconfort, de crainte, de grosses craintes. Tout ça, ça va aller de façon graduelle. Et la zone rouge, c'est cette fameuse zone où le chien est dans l'incapacité de proposer quelque chose de cohérent. D'ailleurs, même quand on lui parle, quand on lui demande quelque chose, il est dans l'incapacité de le faire parce que il est dans une telle émotion que l'émotion, elle prend toute sa place. Donc, du coup, il ne peut pas se sortir, enfin, il peut pas. Il faut qu'on l'aide à se sortir de là. Et c'est d'ailleurs dans cette zone qu'on a les trois comportements qu'on a vus tout à l'heure. Potentiellement la fuite s'il peut fuir, mais s'il est entre quatre murs, coincé dans une pièce, ou s'il est en extérieur attaché, par exemple, bah là, du coup, il ne pourra pas fuir, il ne pourra pas prendre la distance nécessaire. Donc, du coup, encore une fois, peut-être qu'il va se mettre dans sa bulle, ne plus bouger, ou alors, ce qu'on a quand même assez souvent, c'est le chien qui va aller vers pour repousser ce qui lui fait peur, et souvent d'ailleurs, il va vers ce qui lui fait peur de façon dissuasive pour vraiment faire reculer le danger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, évidemment, ce stimulus va partir, va reculer, ou nous-mêmes, on va faire que passer. Donc, qu'est-ce que va enregistrer le chien? C'est que, et surtout si le comportement se répète, c'est que finalement, son comportement d'être dissuasif, son comportement agressif, lui permet de faire reculer ce qui lui fait peur. Donc, en fait, il suffit que ça se répète, pas forcément très longtemps, hein, mais rapidement, à partir du moment où ça va se répéter, le chien va comprendre que son comportement, il est payant. Donc, là, on va parler d'un comportement qui va être appris, il va apprendre le comportement. Et si on ne sort pas ce chien du contexte, ben forcément, le comportement va aller crescendo. Oui, c'est hyper intéressant. Et est-ce que on va voir comment on peut l'aider, sauf si tu as encore un point à rajouter au niveau des symptômes? Alors, symptômes, je suis en train de vérifier en même temps. On a parlé de l'échelle d'agression, des signaux de communication, de la zone de confort, de l'hypervigilance. Je pense on est bon. On avait fait un sondage en lien avec le thème. Alors j'ai les résultats. La question c'était doit-on rassurer un chien qui a peur? C'était un oui à 71%, non à 4%, on ne doit pas le rassurer, et ça dépend à 25%. Donc on attend ta réponse. Doit-on rassurer un chien qui a peur? Alors, moi, je vais donner une réponse qui m'appartient, d'accord, hein, depuis le début, d'ailleurs, depuis que je parle, je ne l'ai pas précisé, mais c'est ma vision, hein, on est d'accord. Donc, c'est ma façon de travailler, c'est avec mon expérience, les connaissances que j'ai, mais évidemment, c'est pas forcément la réponse que vont faire forcément mes collègues. Mais en tous les cas, moi, je pense que, enfin, je répondrai plus précisément, ça dépend. Voilà. Ça dépend dans le sens où, si on reprend les zones, ça va être un peu plus facile à comprendre. Si on est dans la zone orange et que le chien n'a pas une peur très élevée, très importante, qu'il a encore les capacités à la réflexion, moi, je ne vais pas forcément faire quelque chose de plus. Je pars du principe que notre présence, puisqu'on est des référents et que normalement notre présence, elle doit être rassurante pour le chien. On n'a pas besoin d'en rajouter. Surtout que quand on en rajoute, on induit quelque chose. Si on rassure le chien alors que soi-même on n'est pas très à l'aise, il va y avoir de la contagion émotionnelle. Donc parfois, il vaut mieux ne rien dire. Mais si par contre, on est plutôt en début de zone rouge ou dans la zone rouge et que notre chien il est en panique totale et que vraiment il faut absolument qu'il sorte de là, oui, d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de reprendre de la distance pour que voilà, il puisse redescendre au niveau émotionnel. Et puis pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas, ça m'est déjà arrivé de le faire, de rassurer le chien, de lui dire oui, ok, mon doudou, tout va bien, s'il aime les caresses ou s'il vient chercher les caresses, bah oui, je vais faire quelque chose.
Ok. Mais je ne vais pas le faire systématiquement parce que c'est pas toujours opportun. Et puis, encore une fois, ça dépend de la manière dont on le fait. Il ne s'agit pas d'en faire des tonnes. Voilà, c'est vraiment, il faut doser tout ça. Mais Oui, je ne laisserai pas un chien en difficulté. Et puis, je pense que ça ne rajoute pas de la crainte, parce que des fois, on l'entend, de rassurer son chien. La seule chose euh, qui peut rajouter de la crainte, c'est ce qui fait peur au chien qui se rajoute, en fait. hmm, Je sais pas si très bien. j'ai pas été claire. Oui, alors, au niveau de timing, il nous reste Ouais. malheureusement que 10-15 minutes pour avoir accès au replay. Tu sais qu'on est limité. Donc, on va aller de comment l'aider concrètement. Alors, comment l'aider? Ben, déjà, si on est un peu perdu, ben, c'est de se faire aider déjà par quelqu'un, par un professionnel, à jour dans ses connaissances, hein, parce que ça, c'est super important. Euh, alors, rapidement, puisqu'on ne peut pas rentrer trop dans le détail, mais moi, un chien, par exemple, j'ai le cas là en ce moment, un chien qui a très peur de la ville, bah déjà, la première chose, c'est de le sortir du contexte. Moi, je sors du contexte pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on essaie de plus le mettre dans le contexte qui lui pose problème. Et en parallèle, on va évidemment vérifier qu'on réponde bien aux besoins du chien. C'est-à-dire, en parallèle, on va bien le sortir correctement, on va faire des bonnes balades, on va l'aider à redescendre au niveau émotionnel. Donc, on va peut-être rajouter des activités cérébrales, des activités masticatoires pour dépenser correctement ce chien. On va apprendre à lire son chien pour pouvoir justement l'accompagner au mieux dans ses émotions. Euh, Et à partir de là, au bout de quelques jours, quelques semaines, moi, c'est après ce moment-là, après cette période, que je commence à travailler l'environnement ou l'individu qui pose problème. Donc après, on va travailler par séances progressives, des séances courtes, et on va toujours essayer de travailler avec ces fameuses zones. Donc pas dans la zone verte, parce que si on met le chien en zone verte, bah, du coup on travaille pas grand-chose, parce que le chien, voilà, il y a jamais de crainte, donc c'est pas comme ça qu'il va progresser. En revanche, si on est dans la zone orange et qu'on est très attentif, ben on va pouvoir petit à petit commencer à faire progresser le chien. Mais c'est toujours de façon progressive, jamais en immersion. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup encore, malheureusement, de professionnels qui travaillent avec l'immersion. Et ça, pour moi, c'est vraiment contre-productif. C'est même parfois dramatique. Donc là, on va vraiment travailler de façon progressive. Et le travail peut être un peu long. C'est ça qui est des fois un peu embêtant pour les gens. Parfois même, il faut revenir en arrière parce que logiquement, ça progresse, mais des fois, ça progresse et ça régresse un peu. Mais ce n'est pas très grave. On essaie de mettre en place quelque chose qui va être pérenne. Donc oui, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Ouais, c'est important. Donc, la lecture des émotions, couvrir ses besoins, ne pas être en immersion, rassurer ou banaliser. On a vu tout ça. Comment prévenir justement de ne pas se retrouver avec un chien craintif Alors, rapidement, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais rapidement, ben, on va faire attention aux chiens qu'on va récupérer, c'est-à-dire qu'on va être vigilant sur l'élevage. On va faire attention que cet élevage ait bien préparé le chien en amont de son arrivée. Et ça, tous les élevages ne le font pas. Donc, il faut vraiment bien se renseigner. Hein. Ce n'est pas le nombre de j'aime sur Google qui nous donne la qualité de l'élevage. Hein. Il faut aller au-delà, il faut aller plus loin que ça. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai bien vu qu'on était pris par le timing. malheureusement. Mais bon, il y a la qualité de l'élevage, il y a l'âge de placement. L'idéalement, ça serait que le placement ne se fasse pas avant 2 mois et demi, 3 mois, à partir du moment où l'élevage est correct. Et évidemment, ça va être ce qu'on va mettre en place, parce que je l'ai dit tout à l'heure, même si le chien a une bonne génétique, a un bon primo-développement, qu'est-ce qu'on fait une fois que le chien est là? Donc, il faut y aller de façon très progressive, il faut apprendre à dire son chien. Moi, je pense que pour des gens qui souhaitent vraiment bien accompagner le chiot, je pense vraiment que c'est intéressant de faire appel à un professionnel, même si on pense qu'on va savoir faire. On a forcément des manques à certains niveaux et de se faire accompagner, ça évite qu'il y ait des problèmes qui apparaissent après.
Alors, on peut toujours intervenir quand il y a des problèmes qui sont là, mais c'est toujours mieux de mettre les choses en amont, de faire du préventif que d'attendre que ça se détériore, parce que c'est toujours un peu plus embêtant de faire de la rééducation que de mettre les choses correctement en place. Et qu'est-ce qui peut être pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comment il peut contacter un professionnel qui a ses connaissances à jour, justement? Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il y a multitude de professionnels et de propositions sur Internet. Euh, Moi, je pense qu'il faut vraiment choisir quelqu'un d'abord, un, qui est à jour dans ses connaissances. Donc là, oui, évidemment, quand je dis ça, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Il y a des groupes comme le MFEC, comme il y a des groupes sur Facebook aussi qui réunissent dans des méthodes dites positives, dites respectueuses, des professionnels qui ont été référencés correctement avec des bonnes formations. Donc, faut pas hésiter à circuler sur Internet et sur ces groupes. Mais un professionnel qui ne fait pas de bilan, par exemple, c'est compliqué. Pour moi, c'est problématique. Il faut absolument passer par un bilan parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de causes différentes. Parfois, c'est multifactoriel. Il faut arriver à déceler les problèmes à la base pour mettre un protocole correct en place. Si on se concentre uniquement sur le symptôme, bah, c'est pas comme ça qu'on va mettre quelque chose de correct et de pérenne en place. Donc, voilà, un professionnel qui va se déplacer au domicile, qui va faire un bilan et normalement un professionnel qui va accompagner de façon, enfin voilà, qui va accompagner sur la durée Hmm. l'adoptant et le chiot. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, oui, non, mais c'est important, c'est important. En 1 minute, si c'est possible, on a parlé de l'hypervigilance. Est-ce que dans des cas comme ça où le chien ne dort pas, la médication, pardon, est possible? Alors, c'est possible. Moi, je ne suis pas réfractaire à ça. D'abord, ça m'arrive de récupérer, parce que des vétos me réfèrent des chiens qui sont déjà sous traitement. Mais parfois, je peux même référer à certains vétérinaires comportementalistes que je connais, en qui j'ai confiance. Je peux référer un chien parce que j'ai un questionnement là-dessus. Mais c'est pas moi qui vais prendre la décision. C'est le spécialiste qui va décider si c'est opportun ou pas. Mais oui, moi, j'ai déjà vu des cas où ça aide grandement, c'est-à-dire c'est comme une forme de béquille pendant quelques semaines, quelques mois, c'est pas un traitement à vie, hein, mais ça va permettre, pendant ce moment de médicament, on va dire, le chien va s'apaiser, va commencer à ouvrir un peu ses neurones, et là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir mettre des choses en place un peu plus facilement. Et du coup, c'est comme une béquille, c'est une sorte de levier qu'on va mettre en place et qui va nous aider à mettre en place le travail plus facilement. Mais ce n'est pas une obligation et il y a des cas où on peut tenter de s'en passer en tous les cas. Oui, c'est juste pour sortir la tête de l'eau et avancer, Oui, dans peut-être certains dans cas une. où vraiment on a des grosses anxiétés. Là, c'est vraiment dans des cas d'hypervigilance, d'anxiété. Ouais, ça c'est clair. Ok, Anouk. Ben, écoute, on arrive à la fin. C'était Il y a plein de choses passionnant. à dire, hein. Il y avait vraiment beaucoup de choses Évidemment, le live, c'est raconter. vraiment pour creuser après, ben, et c'est ce que je dis toujours, le live, c'est vraiment donner des petites pistes comme ça, des petites graines dans une approche qui nous correspond. Et après, il faut creuser, contacter un comportementaliste. Mais déjà, c'était bien structuré. Moi j'ai trouvé ça très bien. Et pour clôturer, si justement tu avais un message à... Merci Florence, super bien. Tu vois, on a un commentaire. Si tu avais un message, un conseil général à nous transmettre, ce serait lequel? Ça serait vraiment de ne pas attendre quand on a des doutes sur l'état émotionnel de son chien, c'est de ne pas attendre et de se faire aider. Alors, je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais moi, je pense que c'est important parce que même nous, d'ailleurs, professionnels, quand on a un chien en stress qui va pas bien, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur parce que on est pris aussi par nos émotions et du coup, on voit pas forcément très bien ce qui se passe. Donc, c'est bien d'avoir un regard extérieur et autant qu'il soit qui viennent de quelqu'un de formé, de compétent, parce qu'évidemment, ça. Mais pas tarder vraiment pour quand on a des doutes. Il vaut mieux le faire pour rien que d'attendre et de se retrouver vraiment dans une problématique plus installée. D'accord. Et si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Passage de micro. Alors,
bah, je dirais Romy Sauvageau, qui est une collègue que je connais bien. Et pourquoi c'est intéressant avec elle? Parce que elle met en place en ce moment et depuis quelque temps vraiment toute une panoplie comment dire, elle essaie vraiment de travailler en amont, c'est-à-dire de prévenir les propriétaires de qui est le chien. Et donc là, vraiment, c'est super intéressant parce que ce travail en amont, il permet d'éviter beaucoup de difficultés qu'on pourrait rencontrer après. Donc vraiment, avec son site Kiffe mon chien, je trouve que vraiment Kiffe mon chien ou Kiffe ton chien, je sais plus, Kiffe mon chien, je crois. Kiffe ton chien, je crois. Kiffe ton... Ouais, pardon. Et j'en profite pour dire qu'elle sera chez nous. Elle vient faire Ok. un stage lecture du chien dans la Sarthe au mois de mars. Bon. Les Je pense inscriptions. pas qu'elle m'en veuille. Je pense pas qu'elle m'en veuille. Voilà. Non, 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 non. Et vous pouvez retrouver son interview puisque ça a été ma première interviewée. Donc, D'accord. mais je la réinterviewerai avec grand plaisir. Écoute, je te remercie beaucoup. Ben, tant pis. Je vais partager dans la foulée le replay qui pourra être Ok. diffusé, repartagé. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci Tous et Véronique en toutes. tous les cas. Merci Merci, beaucoup. merci. Et on se retrouve en janvier avec un super programme. Et comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. Bye bye, belle fin Très d'année bien. à tous. Bonne journée. À bientôt. À Au revoir. bientôt.